Marilyn Vivion est professeure adjointe sous octroi au département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine à l'Université Laval et chercheur universitaire au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec. Ses projets de recherche portent sur les pratiques informationnelles des personnes en situation de vulnérabilité et les liens entre la surabondance d'informations, la mésinformation et les comportements de santé. Elle s'intéresse notamment aux approches participatives et à la co-construction des messages en santé publique. Donc, bienvenue Marilyn et merci beaucoup encore. Je vais donc vous céder la parole. La parole est à vous. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là et d'avoir bravé le beau temps pour ne pas être allé à l'extérieur prendre l'air. Merci aussi pour l'invitation pour présenter en fait des résultats de recherche dans les cadres de cette conférence midi. Je vais donc partager mon écran. Alors, hop, on partage l'écran. Ça a bien fonctionné tout à l'heure, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Là, et si je fais ça ici, tac. Voilà. Donc, techniquement, vous devez voir mon écran, mon PowerPoint en plein écran. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience informationnelle des personnes aînées. Et donc, c'est un projet qui a été mené lors de la pandémie. Donc, je vais juste commencer par vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt et que c'est un projet quand même qui a été financé donc par les instituts de recherche en santé du Canada l'élaboration du protocole en fait a été soutenue par le réseau de la recherche en santé des populations du Québec. Il y a également des co-chercheurs au projet, donc Alexandre Coutan, que vous connaissez peut-être, qui est à l'UQAM, F. Dubé, donc de l'Université Laval, qui est anthropologue, Christopher Fletcher, également un anthropologue à l'Université Laval, et André Tourigny, qui est médecin en santé publique, donc à l'Université Laval. Euh, Avant de commencer, pour ne surtout pas oublier, je voulais remercier la conférence de table régionale de concertation des aînés du Québec. Donc, c'est avec eux que le projet a été élaboré et qu'il a été mené. Les participants et les participantes au projet, les IRRC pour le financement, Valérie Trottier, qui est professionnelle de recherche au Centre de recherche du CHU de Québec, qui m'a aidée pour la présentation, pour le PowerPoint d'aujourd'hui, et Valérie Ritt, qui est une étudiante au doctorat à l'UQAM, avec Alexandre Coutan et Christine Tower, et qui a été professionnelle de recherche avec moi et qui a donné un coup de main aussi pour l'analyse des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est une présentation qui est voilà, qui est très standard. Je vais vous présenter le contexte, le but, pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche, quelques résultats, et puis ensuite, je pense qu'on aura du temps pour discuter, puis pour échanger en fait sur les résultats que je vous présente aujourd'hui. Donc, le contexte de la recherche, eh bien, on a vécu une pandémie. Ça fait déjà maintenant 4 ans, 4-5 ans. Ça a été en mars 2020 où il y a eu une déclaration de la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie, elle a été accompagnée par une surcharge informationnelle. La surcharge informationnelle, donc, c'est un état où le volume d'information dépasse la capacité de traitement de l'information, de traitement de l'information d'un individu. L'OMS a utilisé, en fait, pour qualifier cette surcharge, elle a utilisé le terme d'infodémie pour évoquer une épidémie d'information, certaines étant fiables et d'autres étant de la mésinformation. Il faut savoir que ce terme d'infodémie est désormais un petit peu remis en question parce qu'il vient à considérer en fait la surcharge d'information comme une épidémie de maladie infectieuse et donc on pourrait s'attendre à ce que l'on gère une épidémie de surcharge d'information, une épidémie d'information comme on gère euh, une crise sanitaire. On pourrait, par exemple, penser à des approches comme la vaccination. Et on l'a vu, il y a des projets qui interpellent, par exemple, les approches de pre-bunking ou de debunking. Mais l'information est beaucoup plus complexe que ça. Alors, ce vocable est remis en question finalement et on va préférer le terme de surcharge d'information.
Il y a également les concepts de désinformation et mésinformation qui sont mobilisés. Dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que la désinformation réfère à des informations erronées diffusées avec la volonté de tromper ou de nuire, et ça se distingue de la mésinformation qui, elle, est considérée, donc c'est des faits inexacts ou trompeurs qui sont considérés véridiques par l'émetteur. Là aussi, on a quelques limites, c'est-à-dire que déjà, euh, donc la volonté de tromper ou de nuire, on ne sait pas vraiment à qui. À qui est-ce que l'on veut tromper? Euh, Est-ce que tout le monde a vraiment une volonté de tromper ou est-ce que c'est vraiment une volonté de nuire? Pas nécessairement. Aussi, on est dans une définition qui est très standard de l'information, c'est-à-dire qu'une information, elle est considérée comme étant vraie ou fausse. Donc, il y a une approche une vision très dichotomique. Et on est aussi dans une approche un petit peu de déficit de connaissance. Cette approche, c'est le fait on considère que de transmettre une information vraie à un récepteur permettra d'adopter le comportement approprié. Sauf que toute la littérature et toutes les recherches en santé publique indiquent que l'information seule ne permet pas seulement de changer le comportement. La plupart, par exemple, des fumeurs savent très bien que fumer est risqué et pourtant, malgré le fait qu'ils sont tout à fait au courant que fumer peut nuire à la santé, ben, ils continuent de fumer. Donc, on voit que c'est quand même des comportements qui sont beaucoup plus complexes et que ça va au-delà de juste une information. Euh, Si on vient aux personnes aînées et Internet, on voit que l'utilisation d'Internet dans les 20 dernières années a grandement augmenté auprès des personnes aînées. En 2020, donc, il y avait quand même 2 tiers des personnes aînées donc, qui utilisaient Internet à des fins personnelles et on avait un taux plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On voyait aussi quand même une différence importante par rapport à des tranches d'âge. C'est-à-dire que l'usage d'Internet était plus élevé pour la tranche d'âge des 65 à 74 ans et a été plus faible pour les personnes qui avaient 75 ans et plus. Et donc, ce que les personnes aînées font habituellement sur Internet, c'est donc elles peuvent consulter par exemple les services gouvernementaux, elles peuvent rechercher de l'information, elles peuvent faire des paiements en ligne également. Elles utilisent Internet pour la communication, donc l'envoi, la réception de courriels, l'utilisation de sites et d'applications de messagerie. Pour le divertissement, par exemple, écouter ou visionner des contenus en ligne, l'achat en ligne, pour prendre des rendez-vous ou suivent des conditions physiques ou de leur santé. Donc, elles ont un usage qui est quand même très varié. Si on regarde un peu les recherches sur les personnes aînées en lien avec la mésinformation, certaines études indiquent que les personnes aînées manqueraient des habiletés pour retrouver et évaluer des informations en ligne. Et ce manque d'habileté serait dû à un déficit cognitif. Donc, ce déficit cognitif, il réfère au déclin des capacités cognitives qui se produit avec le vieillissement. Euh, Ici, on est dans une approche qui est très uniformisante, en fait. Dans ces études, c'est en fait toutes les personnes aînées, c'est un groupe homogène et c'est si tu as 65 ans et plus, tu fais partie des personnes aînées. Donc, il y a cette vision, en fait, qui est qui est très homogène et très uniformisante, puis qui nie, en fait, toutes les diversités. Ces études, par exemple, parlent du vieillissement, alors qu'on devrait parler des vieillissements. Il n'y a pas une seule façon de vieillir. Donc, l'usage d'Internet est influencé par plusieurs facteurs, donc notamment l'expérience passée d'utilisation d'ordinateurs à des fins professionnelles ou personnelles. Et en fait, c'est ça qui peut expliquer en fait pourquoi il y a une différence dans l'usage d'Internet par rapport entre les classes d'âge. C'est-à-dire que les personnes de 80 ans et plus sont moins susceptibles d'avoir utilisé Internet dans leur vie professionnelle que, par exemple, les personnes de 65 ans et plus. Forcément, avec le temps, bah, ces différences vont s'atténuer parce que Internet va désormais, l'usage d'ordinateur va vraiment faire partie de la vie. Euh, il y a le statut socio-économique, le niveau d'éducation, le revenu, le milieu de vie et aussi le coût de connexion qu'il faut quand même pas négliger.
Donc, le but du projet, c'est que dans ce contexte, en fait, de surcharge d'informations, de désinformation, il faut se remettre vraiment au début de la pandémie. On voulait comprendre les pratiques informationnelles des personnes aînées. Alors, on voulait regarder un petit peu comment est-ce que les personnes aînées elles s'informent, c'est quoi leurs sources d'information, c'est quoi les fréquences de consultation. On voulait également regarder les mécanismes de détermination de la crédibilité d'une information, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles font pour dire cette information elle est valable ou cette information n'est pas valable, et aussi explorer leur réflexivité informationnelle. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu comment elles se positionnent, c'est quoi leur regard par rapport à leur information, c'est quoi aussi leur regard par rapport à leur propre pratique informationnelle. Donc, au niveau de la méthodologie, on a utilisé le concept d'habitus informationnel, qui est un concept que j'avais développé dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et globalement, je fais ça très très court ici pour la présentation, mais on voulait saisir en fait le rapport complexe à l'information en prenant en considération que les personnes sont actives dans la recherche d'information, mais que leur consultation, leur perception, leur utilisation de l'information est influencée par les structures sociales. Donc, globalement, c'était à peu près ça. C'était un devis qualitatif descriptif. Donc, on a mené 36 entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées à l'été 2021. Les entrevues, donc, ont toutes été réalisées à distance. Alors, soit par Teams, soit par Zoom. Quelques-unes ont également été réalisées par téléphone. Toutes les entrevues ont été menées en français. Et on a fait une analyse de contenu thématique avec le logiciel NVivo. Alors, au niveau des résultats, au niveau du profil des participants, au total, on a eu 36 participants, donc à peu près un petit peu plus de femmes que d'hommes, juste de femmes de plus. Au niveau de la répartition par âge, on a essayé aussi d'aller chercher une répartition. C'était plus difficile de recruter des personnes de 70 ans et plus. Il faut savoir qu'on les a contactés pour le recrutement. En fait, on avait une base de données de l'Institut national, parce qu'au départ, pour la recherche, j'étais à l'Institut national de santé publique. Et on avait des données d'enquête, il y avait des enquêtes hebdomadaires qui étaient réalisées dans le cadre d'un projet qui était mené par F. Dubé. Et dans cette enquête, on demandait aux participants s'ils acceptaient d'être recontactés pour d'autres recherches, en fait. Et donc là, on a eu accès à une base de données et les participants ont initialement été contactés par courriel, ce qui requiert quand même déjà, donc là, il y a un biais, on pourra y revenir plus tard, mais il y a quand même un biais parce que ça prenait quand même des participants qui avaient une certaine aisance déjà avec Internet. Donc ça a été, ça a un petit peu limité aussi notre recrutement, mais il faut se remettre dans les conditions où on était confinés et on pouvait pas vraiment se déplacer. On a essayé d'aller chercher une variation aussi au niveau de scolarité. Il y avait la plupart étaient retraités. Il y en a d'autres qui continuaient une petite activité professionnelle quand même. Alors, ils étaient en semi-retraite. On a autant de personnes qui vivaient en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, au niveau des pratiques informationnelles, donc pendant la pandémie et même encore, le support principal, c'était la télévision, qui était vraiment regardée beaucoup. Leurs téléphones aussi intelligents, donc notamment pour regarder la presse. La presse écrite, en fait, était beaucoup regardée sur le téléphone et parfois la radio. Euh, Plusieurs participants nous disaient qu'habituellement la radio ils l'écoutaient dans la voiture, mais que là en fait comme ils pouvaient pas se déplacer, ben, ils écoutaient beaucoup moins la radio. Les sources d'information, donc c'était les conférences de presse qui étaient écoutées et pour certains nous le disaient, elles étaient écoutées de façon religieuse, c'est-à-dire et on se remet dans le contexte quand il y avait la conférence de presse, c'était vraiment un moment où tout le monde écoutait. Les chaînes d'information, donc tout ce qui est RDI, TVA, TV5, les sites internet et les sites de radiodiffusion. Euh, il y avait un usage des réseaux sociaux, mais c'était essentiellement pour être en contact avec l'entourage. La consultation était quotidienne et le partage d'informations, donc c'était avec l'entourage et par messagerie privée, essentiellement. Et c'était vraiment normalement avec des personnes qu'ils connaissent.
Les sujets d'intérêt, donc ce qu'ils appréciaient, c'était l'évolution de la pandémie, c'était les mesures préventives et la vaccination. Donc ça, c'était les informations qui les intéressaient. Et quand ils étaient amenés à faire la recherche d'informations, c'était vraiment pour savoir par rapport à la vaccination, c'était par rapport au voyage aussi, et c'était pour valider une information. Par exemple, quelque chose qui a été dit lors de la conférence de presse, pour aller valider quand parfois ça allait un petit peu trop vite, bon, bah, parfois ils étaient amenés à aller chercher de l'information. Alors, la surcharge d'informations a été dénoncée par plusieurs. Donc, là, on a un verbatim d'une personne qui nous dit c'est répétitif. À cette heure, les informations sont en continu, fait que ça devient un show. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'on est écœuré. C'est devenu répétitif, répétitif, répétitif. On est enterré d'informations. On reçoit énormément d'informations. Donc là, c'était comme, on sent vraiment un petit peu le ras-le-bol de dire, ben, on n'en peut plus finalement. L'exposition à la mésinformation, donc certains disaient, ben, en fait, on peut être exposé à la mésinformation en utilisant les réseaux sociaux. Donc, ils vont pas s'informer, mais si vous voulez, par les échanges qui se passent sur leurs médias sociaux, ben, il peut y avoir. Donc, par exemple, ici, on a une personne qui parle de son garçon, son plus jeune, qui a dit, il m'envoie des vidéos, des affaires sur Facebook, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher ça, des affaires. Non, c'est de l'arrogance. Moi, j'appelle ça des fake news. Donc, il y avait ça. Par contre, certains disaient, c'est quand même facile de repérer, puis on va y revenir tout à l'heure, c'est facile de repérer la mésinformation parce que ça va. Ben, quand on leur disait, comment est-ce que vous faites? Ils disaient, ben, ça n'a pas de bon sens, c'est facile à voir quand c'est trop gros. Euh, Certains ont évoqué également les effets de la mésinformation, donc la confusion et la peur. Donc, quelqu'un qui dit, je trouve ça plate, ça mélange le monde, ça fait peur ça fait peur au monde. Tu sais, je trouve ça plate que des gens inventent des affaires comme ça. Une de mes amies, elle m'a dit, tu sais, ceux qui se font vacciner dans 2 ans, ils vont tous être morts. J'ai dit, ben oui, je m'obstine pas, mais dans ma tête, je me dis, voyons donc, réveille-toi, ça tient pas debout ton affaire, il restera plus personne sur la terre. Là, il y a également, puis on va y revenir aussi tout à l'heure, c'est bien souvent les personnes ne se considèrent pas nécessairement, ils vont considérer que c'est facile pour eux de détecter la mésinformation, mais ils vont souvent parler pour les autres, c'est-à-dire pour les autres sont plus sensibles ou sont plus affectés par la mésinformation, ont plus tendance à y croire. Mais les participants disaient non, non, moi je suis capable de repérer la mésinformation. D'autres disaient, ben moi, c'est pas tant la surcharge d'informations ou la mésinformation, mais c'est plutôt l'information qui est présentée dans les médias, c'est-à-dire le nombre de décès ou encore la situation dans les CHSLD. C'est ça qui leur causait du stress. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était évoqué. Euh, on sait les climats d'anxiété générés par les médias. Certains, par exemple, on a un participant qui nous disait, ben, on n'a pas de nouvelles d'espoir, c'est toujours se faire rentrer dans la tête des mauvaises nouvelles. Ça crée un climat d'anxiété, ça crée un climat, moi, je considère malsain. Il y a un niveau d'agressivité énorme en ce moment au Québec qui est carrément inacceptable. Moi, je blâme beaucoup la nouvelle pour ça, parce qu'il crée des commotions, puis il crée des stress énormes dans la société en répétant de façon sans arrêt que de la mauvaise nouvelle. Et aussi, il y a beaucoup de désinformations qui circulent et ça crée une anxiété, des angoisses, de l'agressivité dans plusieurs milieux. Alors là, on y revient, c'est un peu l'effet de la troisième personne parce que encore là, c'est un autre participant qui œuvrait au sein d'organismes, en fait. Puis il disait, ben, quand on va dans nos réunions entre personnes âgées, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, puis eux autres, ils parlaient des autres personnes aînées, ils entendent ça, puis ça leur fait peur. Souvent, c'est par la peur. Et ça revenait vraiment souvent, moi, je suis capable, mais les autres, c'est eux qui sont vulnérables ou c'est eux qui vont se faire prendre par la mésinformation. La polarisation était vraiment, par contre, dans les effets, était ramenée plus fréquemment. Donc, des fois, c'était des débats houleux. Donc là, c'était un monsieur qui nous disait, bah, euh, j'aime moins bien, c'est la redondance. Puis le côté complotiste, j'ai écouté un peu. Puis là, surtout Maxime Bernier. Puis des affaires de même. J'ai des amis de droite, d'extrême droite. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Puis on se pogne souvent. Mais c'est de bonne augure. Donc pour lui, c'est de bonne augure. Mais dans d'autres cas, il y a vraiment des débats houleux où ça vient changer.
où ça vient vraiment chercher les personnes. Il y avait également des participants qui disaient qu'ils n'avaient pas aimé l'usage du terme Covidio parce qu'ils disaient ben, ça renforce la polarisation, c'est-à-dire il y a ceux qui sont favorables, qui pensent que la Covid existe, puis il y a les Covidios. Puis c'est comme si, à partir du moment où on dit que c'est des covidios, ben on peut comme plus dialoguer avec, ce qui fait que ça vient renforcer la polarisation et donc il n'y a plus de dialogue. Et certains dénonçaient un petit peu l'usage de ces termes finalement qui n'aident pas au dialogue, mais qui renforcent davantage la polarisation. Et d'autres, et ça c'était un petit peu plus triste, des bris d'amitié. Autant il y en a, et on va le voir plus tard, dans leur stratégie, ils peuvent bloquer des personnes sur Facebook. Autant certains ont eu des bris d'amitié où on, par exemple, en fait, il y avait une personne, ils étaient quatre hommes qui partaient régulièrement à la pêche, puis dans les quatre, là, il y en a deux qui étaient amis depuis 30 ans, et puis finalement, ils se parlent plus parce qu'il y en a un qui est vacciné, puis l'autre pas vacciné, mais ils se parlent plus du tout, en fait. Donc, ils ont réussi à aller à la pêche, mais là, les deux étaient chacun de leur bout du lac, et puis il y avait plus, ça a tout brisé finalement. Il y avait plus de plaisir à aller à la pêche parce que personne se parlait, puis tout le monde était un petit peu agressif. Donc c'est un petit peu ça. Puis cette polarisation, ça peut être aussi de façon par le biais de d'autres, c'est-à-dire il y avait une femme, ses deux enfants, en fait, il y en a un qui était vacciné puis l'autre qui n'était pas vacciné, donc les deux enfants en fait ne se parlaient plus et elle était plus capable de les recevoir en même temps. Donc là, il fallait qu'elle gère parce que là, elle recevait l'appel de son fils qui disait OK, mais là est-ce que là il est là? Ah ben non, ben si lui vient, moi je viendrai pas. Et puis elle nous disait, ben moi à mon âge, j'ai pas envie de gérer les chicanes entre mes enfants et c'est triste de plus pouvoir avoir ces deux enfants en même temps finalement. Donc, elle était vraiment très triste par rapport à ça. Les participants nous indiquaient quand même qu'ils ont mis plusieurs stratégies en place. Donc, au niveau pour s'approprier des informations, comment est-ce qu'ils font finalement? Ils évitent les informations trop tranchées. Donc là, personne, est-ce qu'elle a un impact? Est-ce qu'elle est crédible ou pas? Donc, ils regardent quand même la source. Qui est-ce qui parle? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est trop beau ou est-ce que c'est trop laid? Si ça manque d'équilibre, non. Donc, il y a quand même, c'est quand même une forme de stratégie qui est mise en place. Et le fameux j'en prends puis j'en laisse. Et donc ça revenait. Je fais confiance à mon jugement. Puis ben oui, tout le monde fait ça. On fait tous confiance à notre jugement. Puis on en prend, puis on en laisse. Puis c'est ça. C'est comme si c'était dénigré, mais la plupart des personnes font ça. En prendre et en laisser. Euh, et puis utiliser aussi son vécu, son expérience. Ils en ont vu passer. C'est pas des adolescents c'est pas des adolescents de 10 ans. C'est quand même des personnes donc qui sont capables de faire preuve de jugement aussi. Euh, donc l'appropriation de l'information, donc c'était utiliser son jugement. Donc si elle est femme, ben, je me sers de mon jugement. Si ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Euh, Demeurer sceptique à l'égard des informations. Ça aussi, on l'avait, donc c'était de dire, ben, même si ça vient du gouvernement ou même si ça vient de la santé publique, ben, oui, j'ai un a priori probablement favorable, mais quand même, je vais quand même me garder une petite gêne et puis je vais quand même, je vais quand même garder un recul, un certain recul. Donc, niveau des stratégies, certains ont dit, ben, je limite les sources. Donc, je sélectionne des sources. Souvent, c'était les médias traditionnels, souvent, c'était la télévision. Et puis, c'est comme on sélectionne une chaîne ou au pire, on va voir Radio-Canada et TVA Nouvelles, mais on ne consulte pas beaucoup trop de sources d'informations parce que ça pourrait amener de l'incohérence entre les informations et puis là après on sait plus vraiment. Donc il y avait quand même cette idée. Euh, donc là on a quelqu'un qui fait vraiment confiance par exemple à RDI et donc voilà. Donc elle est très satisfaite de sa source d'information et puis ça lui convient. Elle se contente de cela. Et certains disaient, ben, moi, je ne vais pas sur les médias sociaux parce qu'il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de mes informations. Je suis pas confortable avec ça, donc j'évite. En fait, c'est une source. Je garde les médias sociaux pour garder contact avec mon entourage.
mais c'est pas une source d'information. C'est sûr que là, Meta était pas encore, enfin les nouvelles n'étaient pas encore bloquées à ce moment-là sur les médias sociaux. Euh, alors voilà. Ne pas avoir une confiance aveugle. Donc comme je le disais tout à l'heure, euh, il disait bon bah il avait confiance dans le directeur de santé publique. En général, c'était correct. C'est juste que des fois, et puis voilà. Donc, il y a toujours cette attitude. Ça vient-tu de la politique ou ça vient-tu vraiment de la santé? Donc, il y avait quand même, donc, même si c'est dit sur Radio-Canada ou peu importe, une information fiable, ou même si c'est le directeur de santé publique dans lequel ils avaient habituellement confiance où ça allait, mais à un moment donné, ça les empêchait pas de se dire, ouais, mais là, est-ce que... et ça, c'est revenu souvent. C'est comme... euh, est-ce que docteur Arruda, il nous le mentionnait, est-ce que docteur Arruda, il écoute le go ou qui écoute qui finalement? Est-ce que c'est vraiment la santé publique? Est-ce que c'est vraiment des décisions de santé publique ou est-ce qu'à un moment donné, c'est aller où la part du politique là-dedans? Et donc, bon, il se posait la question. Euh, Au niveau des stratégies dans mes informations, alors tout simplement se désabonner ou bloquer les personnes qui véhiculent de la mésinformation. Et donc voilà, donc là c'était quelqu'un, donc il y en avait qui voulaient pas se faire vacciner. Il a dit ok, désabonne, je m'ostine pas avec les gens qui sont partis par là. Puis il y aura rien à faire pour les faire changer d'idée. Donc pour eux c'était plus simple. Mais ici on est avec des personnes qui sont pas, c'est des personnes des connaissances finalement. Donc c'est pas des personnes, c'est pas des bris d'amitié en tant que telles. C'est des personnes, bah si elles sont plus sur Facebook, c'est pas dramatique. On n'est pas dans le bris d'un lien avec quelqu'un de proche. Euh, et puis ben là, il y en a une autre dame qui dit ben moi je l'ai bloqué parce que moi je veux pas qu'on vienne jouer dans ma tête. Donc je l'ai bloqué. Il y a des fanatiques dans tout. Fait que là les gens anti Covid, je les ai bloqués. Puis mon Dieu que je file bien depuis ce temps-là. Donc il y a ça aussi de dire ben voilà, finalement ça me fait du bien. Donc pourquoi se priver? Pour limiter l'exposition à la mésinformation, ben, il y en a qui ont cessé de consulter les médias sociaux, tout simplement. Je lisais les médias au début, puis quand j'ai vu que ça commençait à venir me chercher, c'est-à-dire que je suis capable de dire, oh bah tiens, quand je fais ça, bah, je vais moins bien, donc ça m'inquiète, donc j'ai arrêté ça. Ça n'a pas de bon sens sur les réseaux sociaux. Y a-tu vraiment de quoi de sérieux là-dessus? Prendre des pauses, cesser de s'informer. Donc là, ça, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a dit, bah, en fait, il a arrêté de s'informer pendant un temps. Il a pris une pause, il a arrêté de s'informer. Et d'autres, en fait, qui ont mis en place des routines informationnelles. Parce qu'en fait, au départ, la télé, souvent, était allumée toute la journée. Et puis, finalement, ils ont dit, ouh là là, non, c'est comme trop, on va pas bien. Euh, en fait, ils ont dit, tiens, on va seulement écouter les informations un téléjournal, par exemple, le soir ou le matin. Mais on va juste écouter les informations une fois dans la journée. C'est pas la peine d'avoir des informations en continu. Euh, ça, c'était vraiment les stratégies qu'ils ont mis en place pour aller mieux. Au niveau des réactions, des messages, de mes informations, donc la plupart disaient on va pas répondre. Et certains disaient je me retiens pour pas répondre parce que quand même des fois ça vient chercher. Donc là ça c'est quelqu'un et puis en plus on était sur les spotted qui dit bon bah je me dis bon je vais les laisser répondre. Il y en a qui vont répondre aux messages en demandant de vérifier les sources. Puis aussi ce qu'on a observé c'est que parfois certains répondaient en message privé. Et puis là, bah, la chicane partait. Puis finalement, ils ont dit, bah, en fait, c'est plus facile de pas répondre parce que c'est pas. Et puis bah voilà, il y en a que ça va être vraiment plus par messagerie privée. En fait, ils aiment pas trop répondre. La plupart n'aimaient pas répondre sur un fil en fait parce que ça part le débat. Puis les débats deviennent, ils sont conscients que les débats deviennent peuvent devenir très acrimonieux très rapidement. Alors pour conclure, j'ai pas du tout regardé le temps. Ça nous fera Euh, on peut questionner en fait le concept de vulnérabilité à la mésinformation. En fait, c'est ça qui ressort beaucoup. C'est que d'une part, le critère de l'âge n'est pas suffisant juste pour dire bah tiens, les personnes aînées sont plus vulnérables à la mésinformation. Et ça veut dire quoi être vulnérable à la mésinformation? Est-ce que ça veut dire être plus vulnérable à adhérer à des messages de mésinformation? Donc là, il y aurait quand même des clarifications aussi conceptuelles à apporter.
Et c'est surtout voilà, de bien prendre en considération que l'âge n'est pas suffisant pour dire qu'une personne, qu'elles sont vulnérables à la mésinformation. Il ne faut pas négliger leur expérience. Euh, peut-être qu'elles ont moins d'expérience et les technologies de l'information, de la communication, c'est quand même, même si ça commence à faire maintenant peut-être 30, 40 ans, mais c'est quand même quelque chose qui est nouveau. C'est des personnes qui, la plupart du temps, n'ont pas grandi avec ces technologies. Donc, il y a une appropriation qui a été faite. Mais malgré tout, elles ont développé une certaine expérience. Puis, elles peuvent être vigilantes. Elles sont quand même très conscientes que sur Internet, il y a des choses il y a une certaine prudence à avoir. La plupart disaient, il faut faire attention. Euh, euh, on peut remettre cette vision, donc c'est surtout ça qu'on peut retenir, c'est la vision homogène des personnes aînées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont quand même très actives et très critiques, c'est-à-dire qu'elles sont quand même capables de jugement. Donc, il y a une agentivité des personnes aînées, c'est-à-dire qu'elles sont capables aussi de mettre en place des stratégies pour justement se protéger, pour protéger par exemple leur santé mentale quand il y a trop d'informations. Elles peuvent bloquer des personnes, elles peuvent mettre en place des routines informationnelles sans que personne l'aurait ni demandé ni suggéré. C'est-à-dire que ça vient d'elle-même. Là, c'est le concept de cruche vide, hein, bien souvent dans c'est un ouvrage de culture et santé publique où on parlait de cruche vide, où on avait l'impression que les personnes, en fait, elles avaient comme pas d'expérience, puis parce qu'on leur donnait une information, c'est l'approche de déficit de connaissance. Euh, et de dire, vu qu'elles sont exposées à une information, elles vont adhérer, de la même façon qu'une personne qui est exposée à une information qui est considérée comme vraie, par exemple, la fumée provoque des problèmes de santé, c'est pas parce que il y a une mauvaise information que les personnes vont nécessairement adhérer à cette mauvaise information. Ça vont pas nécessairement adopter le comportement qui est proposé par cette mauvaise information. Euh, alors, au niveau des pistes de réflexion, pour la santé publique, bien en fait, ce qu'on voit dans la littérature, puis dans ce qu'on voit dans toutes les interventions, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été développées pour lutter contre la désinformation et la mésinformation. Et que parfois, il y a un amalgame entre surcharge d'informations, ou le terme d'infodémie qui a été utilisé, et mésinformation. Et pourtant, on devrait probablement cibler davantage la surcharge. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas surcharger d'informations? Parce que là, on parle de personnes qui parfois, puis ça c'est pour un autre projet que je mène, mais où les personnes finalement, elles ont de la difficulté, il y a trop d'informations et elles ne retrouvent plus l'information qui est pertinente à leurs besoins. Donc, et surtout que les personnes nous disent quand même qu'elles sont capables de repérer la mésinformation. Euh, Également, il faudrait, au niveau des développements des interventions, bien souvent, on est dans justement les aider à repérer de la mésinformation. Et certains mentionnaient, ce serait bien d'être capable de gérer la polarisation. Comment est-ce qu'on gère, tu sais, quand quelqu'un est pas en accord avec nous, quand quelqu'un arrive, et je sais qu'il y a eu des demandes hein, pendant la pandémie qui étaient faites, mais et c'est difficile parfois de gérer ça, mais comment est-ce qu'on fait pour établir les dialogues, en fait, pour pas tomber dans cette polarisation et puis de rétablir, de garder le dialogue et de dire, on partage pas le même avis, mais on peut quand même discuter, puis on peut quand même continuer d'échanger. Gestion de l'isolement, parce que comme on voit, ça peut bloquer des personnes certaines personnes peuvent être laissées pour compte quand elles partent, voilà, et ça peut les désaffilier en fait de cercles d'amis. Donc, dans les personnes qui étaient interviewées, il y en a aucune qui s'est qui s'est fait mettre de côté, mais il mettait de côté certaines personnes. Donc, ces personnes-là, on n'a pas pu les voir, mais est-ce que ces personnes-là se retrouvent complètement seules parce elles n'adhèrent pas aux mêmes idées que les autres? Donc, ça, c'est des questions qu'on pourrait avoir. Est-ce que cette polarisation renforce l'isolement de certaines personnes aînées? Euh, Éviter une approche uniformisante, ne pas se sentir concerné, parce que certains, quand ils se sont fait dire, ah ben là, moi j'ai 60 ans et plus, puis du coup je suis vieux, il y en a qui étaient vraiment surpris là, de se faire dire, voyons,
Est-ce qu'on est en train de me dire je suis vieux, mais je me sens pas vieux? Donc, ça a vraiment été. Donc, ils se sentaient pas du tout concernés par les, par les messages. Et éviter les approches agistes. On a un étudiant alors, théoriquement, l'article devrait bientôt être accepté si tout va bien, a fait une analyse secondaire des données ici. Et pour repérer en fait les propos agistes, en fait, si, s'il y avait de l'agisme à travers les pratiques informationnelles. Donc, euh, quelque chose qui est et au niveau des médias, eh bien, en fait, les pistes de réflexion, ce serait peut-être de réfléchir aussi à la couverture médiatique des événements. Et puis là, je sais qu'on est dans un autre débat, mais certains reprochaient les titres accrocheurs, les tons alarmistes. Je sais que les médias doivent également survivre dans un paysage ou dans un contexte économique qui est très difficile, qui est pas facile. Il y a beaucoup de concurrence. Euh, mais cela dit, les titres accrocheurs ou les titres alarmistes, ça vient générer, ça vient en rajouter pour certaines personnes, puis qui n'appréciaient pas, qui n'apprécient pas. Donc voilà, au niveau, voilà, là il y avait les références, et là on pourra passer à la et des commentaires.